Berlin, 1889. L'ambiance est vraiment électrique. On a la légendaire tireuse d'élite américaine Annie Oakley qui est sur scène. Oui, la star absolue du Wild West Show. C'est l'événement du moment. Exactement. Et pour son grand final, elle demande un volontaire dans le public pour une cascade, disons, assez glaçante. Elle veut tirer sur les cendres du cigare que ce volontaire tiendra dans sa bouche. Rien que ça, hein, oui. Grave. Et la personne qui lève la main et s'avance sur scène, c'est le jeune Kaiser Wilhelm II, l'héritier de l'Empire allemand en personne. Et il y a un détail historique super important que la source précise ici, c'est qu'Annie Oakley avait énormément bu la veille, donc elle n'était pas exactement dans sa meilleure forme. Elle lève son fusil, elle tire, et la balle effleure le visage du futur empereur pour pulvériser le bout du cigare. La foule applaudit, c'est un triomphe. Mais, arrêtons le temps une seconde, que se serait-il passé si elle avait eu un léger tremblement de bras? Ah ouais, c'est la grande question. Si elle l'avait tué par accident ce soir-là? Parce que ce même Wilhelm II, c'est l'homme qui, quelques années plus tard, va renvoyer Bismarck et prendre des décisions diplomatiques absolument désastreuses qui précipiteront le monde dans la Première Guerre mondiale. C'est le cauchemar conceptuel absolu de n'importe quel historien. Le destin de millions de personnes, la chute de plusieurs empires, tout ça suspendu à la gueule de bois d'une tireuse d'élite un soir d'hiver. Et c'est exactement le paradoxe vertigineux au cœur de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Salut, je suis vraiment ravie de te retrouver pour cette nouvelle plongée au cœur des sources. Salut Evelyne, et moi je suis prêt à décortiquer tout ça. Alors aujourd'hui, on se pose cette question. Faut-il regarder l'histoire à travers la loupe de ces accidents individuels complètement chaotiques, ou bien est-ce qu'il existe des forces invisibles, des lois mathématiques globales qui dirigent l'humanité de toute façon? Ouais, et pour ça, notre analyse porte sur une compilation de textes qui est absolument fascinante. C'est publié par l'Institut Santa Fe et ça s'appelle History, Big History and Meta-History. La mission de ces chercheurs, c'est colossal, non? Ils essayent de comprendre comment l'histoire humaine s'emboîte dans un cadre infiniment plus vaste. C'est ça, le but, c'est de briser les silos académiques. Que se passe-t-il quand on arrête de confiner l'histoire aux vieux manuscrits poussiéreux et qu'on la fusionne avec des trucs comme la paléontologie, la biologie de l'évolution ou même la physique des systèmes complexes? C'est un sacré programme. Mais pour chercher ces fameuses lois universelles, pour voir si notre histoire obéit à la même physique que le reste de l'univers, faut d'abord régler un problème de taille, littéralement. La taille de notre terrain de jeu historique. Oui, la source appelle ça la révolution chronométrique. Parce que pendant très longtemps, le champ de vision des historiens était absurdement réduit, c'est bien ça. Ah bah il était borné par une frontière très stricte qu'on appelait la barrière chronométrique. Pour faire simple, avant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire académique, sérieuse, elle se limitait à une petite fenêtre d'environ 5000 ans. 5000 ans. Mais à l'échelle de l'univers, c'est l'épaisseur du trait. C'est rien du tout. Mais la raison est purement méthodologique en fait. 5000 ans, c'est l'âge des plus anciens documents écrits. Le dogme était super simple. Sans texte, t'as pas d'histoire. T'as que des mythes et de l'archéologie silencieuse. Sauf qu'au milieu du XXe siècle, boum, la physique nucléaire vient complètement pirater le travail des historiens. Exactement. La découverte de la radioactivité, ça ne donne pas seulement la bombe atomique. Ça offre surtout une horloge absolue. Quand on invente la datation au radiocarbone, le fameux carbone 14 ou la datation potassium-argon pour les roches, la frontière des 5000 ans, elle s'évapore instantanément. Et c'est pas juste un gain de temps pour les chercheurs, c'est un changement de paradigme complet. Le temps humain et le temps cosmique finissent par fusionner. Ouais, avec l'estimation de la constante de Hubble, qui permet de dater l'expansion de l'univers, l'histoire, elle recule plus juste jusqu'aux Sumériens. Elle recule de 13,7 milliards d'années. 13,7 milliards d'années. Ça donne le vertige. La source parle de l'émergence d'un concept fou, le continuum historique unique. C'est ça qu'on appelle la Big History. En gros, la création du système solaire, l'extinction des dinosaures et la Révolution française font désormais partie de la même ligne temporelle, sans aucune interruption. D'accord, décortiquons cela un peu. C'est sublime sur papier, mais comment les historiens peuvent-ils y trouver un sens sans se perdre dans cet océan de temps? Quand on dézoome à 13 milliards d'années, un truc comme la Révolution française, c'est juste une anomalie microscopique, non? Qu'est-ce qui rend l'humain si spécial là-dedans? Ce qui est fascinant ici, c'est l'échelle de l'impact, tout simplement. Changer d'échelle modifie la nature même de l'explication. L'action humaine individuelle perd de son importance au profit des structures. Les textes isolent la spécificité humaine par une métrique assez brutale, la consommation d'énergie. L'énergie. Pas la culture ou l'art. Non, l'énergie pure.
Au cours des 1000 dernières années, l'utilisation de l'énergie par notre espèce a été multipliée par 200. Attends, par 200 Ouais, en juste 1000 ans? ouais. Sur l'échelle de la biologie planétaire, c'est une anomalie absolue. Aucun organisme n'a jamais exercé un tel contrôle métabolique sur la biosphère à une vitesse aussi fulgurante. Et le mécanisme qui permet cette explosion énergétique, c'est ce que l'auteur David Christian identifie comme l'apprentissage collectif. Voilà. Le reste du règne animal, il s'adapte par la génétique. Par exemple, si un loup vit dans le froid, il faut des milliers de générations pour qu'une mutation lui donne une fourrure plus épaisse. Alors que l'humain, il invente le manteau. Et cette info ne meurt pas avec son inventeur. C'est toute la magie du langage symbolique. L'information, elle s'accumule de manière extracorporelle. J'adore cette analogie. Imaginez que la mémoire humaine, pendant des millions d'années, c'était comme une série d'ordinateurs complètement isolés. Si un ordi s'éteignait, les données étaient perdues. Et avec l'invention du langage symbolique, l'humanité a soudainement été branchée sur un réseau Internet préhistorique. C'est tout à fait ça. Les cerveaux sont en réseau. La maîtrise du feu, la taille du silex, ça se télécharge de génération en génération. Donc, si l'histoire humaine est désormais une branche de la biologie évolutive et qu'on regarde des millions d'années en arrière, les historiens peuvent emprunter les outils de ceux qui font déjà ça, les paléontologues. Et c'est là que ça devient vraiment génial. On a l'application de modèles paléobiologiques directement sur des artefacts humains. La source détaille le travail du chercheur Cisné et c'est bluffant. Ah oui, l'histoire des équations. Il a utilisé une équation logistique. Habituellement, c'est une formule mathématique qui modélise la croissance et la mort d'une population animale, genre des renards ou des lapins dans une forêt. Exactement. Et lui, Cisné, il a décidé d'appliquer cette équation animale à des vieux livres. Plus précisément aux manuscrits médiévaux de Bédé le Vénérable. Des manuscrits traités comme des lapins. C'est fou. Le parallèle fonctionne parce que la mécanique derrière est identique. En biologie, une population croît jusqu'à épuiser les ressources de son environnement, puis elle se stabilise. Un texte ancien obéit aux mêmes pressions. C'est-à-dire ? Un manuscrit naît ou se reproduit quand un moine décide de le copier minutieusement à la main. D'accord. Et il meurt quand une bibliothèque brûle, quand les rats le mangent, ou juste quand l'encre s'efface complètement. Précisément. Et la capacité de charge de l'écosystème, c'est simplement le nombre de bibliothèques et de scriptoriums capables d'abriter ces textes à une époque précise. Et ça a donné quoi comme résultat ? En appliquant ça, Cisner a prouvé mathématiquement que les textes scientifiques du début du Moyen-Âge, qui avaient une certaine utilité, ils ont massivement survécu. L'idée dramatique que des pans entiers du savoir antique auraient mystérieusement disparu, c'est nuancé. C'est un biais de préservation, en fait. De la même façon qu'on n'a pas beaucoup de fossiles d'animaux sans squelette, on a perdu les textes écrits sur des trucs fragiles comme le papyrus, mais pas à cause d'une disparition soudaine du savoir. C'est exactement ça. Mais importer la paléontologie dans l'histoire, c'est aussi importer leurs débats plus féroces. Et la source insiste beaucoup là-dessus. C'est la guerre entre la contingence, donc le hasard pur, et la convergence, l'idée que les mêmes modèles se répètent inévitablement. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Il y a cet exemple biologique dans le texte qui remet les idées en place. Il faut remonter 252 millions d'années en arrière, pendant l'extinction du Permien, l'apocalypse absolue. La plus grande crise biologique de l'histoire. 95% des espèces marines sont juste rayées de la carte. Terminé. Et au milieu de ce cimetière planétaire, un petit oursin, le Myosidaris kaiserli, parvient à survivre. Et le texte est clair, c'était pas le plus intelligent, c'était pas le plus fort. Il a juste eu une chance inouïe. Il était au bon endroit au bon moment, rien de plus. Et parce que ce survivant unique a traversé le filtre de l'extinction par hasard, il est aujourd'hui l'ancêtre commun des 800 espèces d'oursins qui peuplent nos océans actuels. Notre oursin miraculé. C'est l'incarnation pure de la contingence. Le paléontologue Stephen Jay Gould adorait dire que si on pouvait rembobiner la cassette de la vie et rejouer le film, le résultat serait radicalement différent. Ah oui, avec cette histoire de créature à 5 œils. Oui, Opabinia, un fossile cambrien bizarre avec 5 œils et une trompe. Sans certain hasard, la vie aurait pu ressembler à ça au lieu des vertébrés qu'on connaît. D'accord, mais de l'autre côté du ring, le texte oppose la convergence. La nature trouve parfois les mêmes solutions de manière totalement indépendante. Comme si une loi universelle forçait le résultat final. Ah oui, et l'exemple des dents de sabre. Le char à dents de sabre, cette morphologie de prédateur très spécifique, elle a évolué 5 fois de manière indépendante. 5 fois.
Même chose pour certaines araignées à Hawaï ou des lézards dans les Caraïbes. Ils sont isolés sur des îles sans aucun contact et ils évoluent pour adopter les mêmes formes et les mêmes couleurs. C'est le problème qui dicte la solution géométrique. Et c'est ça qui amène la question fondamentale pour l'histoire humaine. L'invention de l'agriculture, les villes, l'écriture. Est-ce que c'était des accidents miraculeux comme notre oursin, ou est-ce qu'on était destiné à les inventer, tout comme la nature a inventé les dents de sabre 5 fois? Donc, notre histoire est-elle le fruit du hasard total ou y a-t-il une destinée mathématique? C'est la grande tension. Et le physicien Murray Gell-Mann propose un concept génial pour réconcilier ça, ce qu'il appelle les accidents gelés, ou frozen accidents. Comment ça marche, un accident gelé? En gros, les lois fondamentales de la physique créent des structures de base, des courants très forts. Mais à des moments clés, des événements purement aléatoires se produisent. Et ces accidents gèlent alors la réalité dans une direction précise. C'est à partir de ce nouveau point de départ que le déterminisme reprend ses droits. Le hasard choisit la route et la complexité dicte la façon dont on va rouler dessus, en fait. Voilà, ça force vraiment à réfléchir de manière critique sur le déterminisme historique. Et cette tension entre hasard et force invisible, elle dicte aussi le comportement de nos sociétés. On quitte la biologie pour atterrir dans les batailles militaires. Le texte met en parallèle la vision de Tolstoï dans Guerre et paix avec celle du stratège Clausewitz. Ouais, et les deux partagent une obsession pour le chaos absolu du terrain. Tolstoï, il détruit le mythe du général omniscient. Avec la bataille de Borodino, c'est ça? Exactement. Il montre une réalité fragmentée. Napoléon donne un ordre, mais le temps que le messager traverse la boue et les tirs, la situation a muté. L'ordre est obsolète avant même d'arriver. Et Clausewitz, il appelle ça la friction. Sur le papier, tout est calculable, mais dans la boue et le sang, c'est l'imprévisible qui règne. C'est ça. Tolstoï, il agit un peu comme Google Earth. Il zoome sur l'intime, sur un soldat terrifié, où la survie tient un pas de côté. Le chaos pur. Et après, il dézoome brutalement sur des millions de personnes. Et quand on dézoome au maximum, c'est là que notre histoire d'Annie Oakley et du Kaiser prend tout son sens tragique. À l'échelle microscopique, ce coup de fusil raté, c'est la friction pure, l'anomalie. Mais si l'on relie cela à la vue d'ensemble, ce que l'Institut Santa Fe nous montre, c'est que dès qu'on regarde les grandes masses, cet individu, ce hasard, il semble absorbé, écrasé par des équations gigantesques. C'est comme regarder le trafic routier depuis un hélicoptère. En bas, sur l'autoroute, chaque conducteur freine ou accélère de manière imprévisible. Quelqu'un renverse son café, un autre s'énerve. C'est le chaos. Mais vu de haut, le bouchon se déplace comme une onde mathématique parfaite, indépendante des individus. C'est une super métaphore. Il y a des tendances lourdes que les actions individuelles peinent à emmercer. Les exemples mathématiques du texte sont dingues. T'as cette fameuse équation logistique en S. Celle des lapins et des livres de tout à l'heure? Ouais. Un chercheur a pu modéliser la croissance de la population mondiale historique avec ça. Et rien qu'avec les données de l'an 1300, l'équation permettait de prédire la stagnation future de la population humaine. Attends, avec les données de 1300, sans savoir qu'il y aurait la révolution industrielle ou les antibiotiques? Rien du tout. Et la prédiction mathématique fonctionnait. Comme si on était une culture de bactéries dans une boîte de pétri géante. C'est terrifiant d'efficacité. Et ça s'applique même au génie individuel. La source parle de la productivité de Mozart. Ah oui, Mam Génie n'y échappe pas. Les chercheurs ont appliqué ces courbes biologiques à Mozart. Parce que l'innovation suit une mécanique de saturation. C'est-à-dire? L'inspiration s'épuise comme une ressource naturelle. En quelque sorte. Au début, l'apprentissage est lent, puis tu as une explosion créative magistrale. C'est le pic de la courbe en S. Mais inévitablement, les possibilités mathématiques d'un style musical finissent par s'épuiser. La courbe s'aplatit. Et les calculs montrent que Mozart suivait cette trajectoire de façon tellement parfaite qu'il s'approchait de la saturation mathématique de son art juste avant sa mort à 35 ans. C'est troublant. Ouais. Et t'as un autre chiffre fou, la distance de voyage quotidienne d'un humain. Qu'on soit à cheval au 19e siècle, en train à vapeur ou en avion aujourd'hui, la courbe de croissance globale augmente de 3,8% par an, imperturbable. Donc la technologie n'est qu'un outil qui permet à l'équation de faire son boulot. Incroyable. Et cette rigidité, on la retrouve même dans la culture, avec l'échelle de Guttmann. L'échelle de Guttmann, c'est l'idée que les traits culturels s'accumulent dans un ordre hyper précis. C'est le principe de l'arbre de compétences dans un jeu vidéo, non? Tu peux pas débloquer le sort de feu niveau 4 si t'as pas acquis l'étincelle niveau 1. La culture humaine semble fonctionner exactement comme ça. L'acquisition de traits linguistiques se fait pas dans le désordre.
Le texte illustre ça avec la décréolisation en Jamaïque. Les chercheurs ont isolé 6 traits linguistiques, et ils ont vu que ça suit une hiérarchie absolue. Si une communauté a le trait 4, elle a obligatoirement le 1, le 2 et le 3. Toujours dans le même ordre. Et il y a un autre chercheur qui a étendu ça à l'Angleterre anglo-saxonne avec 34 traits de complexité sociale. Et là encore, l'accumulation se fait dans un ordre implacable. Le libre arbitre apparent des acteurs locaux est complètement écrasé par la structure. C'est l'attrait de la métahistoire, trouver cette onde mathématique parfaite sous le chaos. Mais alors, la recherche de ces modèles parfaits, ça semble exaltant. Mais la source met en garde. C'est la dernière grande partie de notre exploration. Cette quête a historiquement mené aux pires atrocités. Ouais, il faut vraiment aborder ce sujet avec précaution et se contenter de rapporter ce qu'expose le texte de Arfam sur la philologie au XIXe siècle. À l'époque, la philologie, l'étude historique des langues, c'était considéré comme la discipline reine. Ça combinait science, histoire et linguistique. L'objectif de base était noble. Trouver l'Ursprach. L'Ursprach, c'est la langue originelle, la racine proto-indo-européenne. L'idée, c'était de trouver une origine commune à toute l'humanité. Sauf qu'il y a eu un dérapage méthodologique colossal. Le texte dissèque comment des linguistes super respectés de l'époque, comme Max Müller ou le français Ernest Renan, ont vu leurs travaux académiques récupérés et déformés. Renan, il étudiait les différences entre les racines linguistiques aryennes et sémitiques. En analysant la syntaxe, il affirmait que cette structure linguistique agissait comme un corset, empêchant soi-disant la pensée abstraite complexe. Et le glissement opère quand on confond la structure d'une langue avec la structure cérébrale des gens qui la parlent. Le texte montre comment des penseurs comme Gobineau ou l'américain Knott ont transformé des catégories purement linguistiques en catégories raciales. Et le résultat est tragique. Ce besoin viscéral de classer a créé des hiérarchies. Ça a justifié l'esclavage aux États-Unis avec un vernis scientifique. Et ça a posé les bases intellectuelles de ce que l'auteur appelle le fascisme de la langue maternelle sous le Troisième Reich. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui ? Comment c'est possible de chercher des modèles universels sans effacer la diversité humaine ou nourrir des idéologies dangereuses ? Cela soulève une question importante sur les limites de la science historique. C'est l'essence même de la perspective des sciences humaines. Apporter un doute sain. Une prudence face aux utopies scientifiques qui cherchent une théorie de tout. Exactement. Arfam rappelle que la segmentation des disciplines, même si on la critique parfois, c'est une protection nécessaire contre la tyrannie des récits uniques. C'est un voyage incroyable qu'on vient de faire. On est passé du Big Bang aux équations de croissance, on a vu l'impact du hasard, de notre petit oursin survivant jusqu'aux cendres du cigare du Kaiser, pour finir sur les dérives tragiques de la philologie. C'est un équilibre super délicat. Il faut chercher le grand ordre des choses, tout en respectant le chaos et la friction individuelle. Et ça nous amène à une pensée finale pour quiconque écoute cette analyse. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle et le big data, qui analysent nos moindres clics, nos moindres déplacements pour prédire nos comportements, ne sommes-nous pas en train de construire une nouvelle forme de métahistoire algorithmique ? C'est la grande question contemporaine, ouais. Et si oui, sommes-nous sûrs de ne pas coder nos propres préjugés dans ces nouvelles lois mathématiques de l'humanité, tout comme les philologues du XIXe siècle l'ont fait avec le langage ? C'est une vraie invitation à garder l'esprit critique face aux promesses de prédiction absolue. Totalement. Une belle matière à réflexion. Merci d'avoir plongé avec nous dans cette complexité fascinante et à très bientôt pour une nouvelle exploration.